Les gars, est-ce que vous avez entendu parler, les gars, qu'il y a eu une prise d'otage? Pour ceux qui se souviennent, à l'époque, quand il y avait Cyprien et Squeezie, ils étaient ensemble, il y avait la Cyprien Gaming. Il y a eu une prise d'otage, les gars. Il y a quelques années, une prise d'otage a éclaté dans des bureaux que tout le monde connaît. Prise d'otage. Regardez ça, les gars. J'en cours à Paris, au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries, c'est la rue où se trouvait le studio Cyprien Gaming. Une attaque sur des youtubeurs que tout le monde suit. Il voulait choper un de ces gros youtubeurs pour faire une énorme dingue avec moi. Il voulait négocier en disant « Moi, je vous rends Cyprien si vous accédez à mes requêtes. » Tout a démarré de là. What? Attends, mais ils avaient Cyprien? Et pourtant, cette histoire, personne n'en a entendu parler. Il y a quand même un gars qui a attaqué la plus grosse agence de youtubeurs et personne s'y intéresse. Des premières négociations à l'assaut final, tout a été filmé. On n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Chaque minute. Donc vous allez me dire que Cyprien, il a disparu à l'époque à cause de ça et personne, aucun youtubeur a pris ses patins et s'est dit ouais, et tout le monde s'en battait. Non, c'est impossible. Donc ça veut dire que, wesh, s'il lui arrivait ça, c'est des bâtards les youtubeurs. Chaque mot échangé avec le preneur d'otage a été enregistré. Et à ce moment-là, il nous dit, si tes collègues ne reculent pas, je coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça. Mais wesh, c'est la voix de Cyprien, frère. Finir comme ça. Pour cette enquête, j'ai rencontré tous les intervenants présents ce jour-là. Du chef de la BRI au sapeur-pompier, du directeur de la police judiciaire au préfet de Paris, et évidemment, les otages. À ce moment-là, moi j'entends j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Avec leurs témoignages, on va revivre en temps réel tout ce qui s'est passé. Le risque principal, il faut bien leur dire, c'est le risque d'explosion. Ça va être caution, les gars. Dans ce nouveau documentaire, on va découvrir comment l'homme est entré dans la plus grande agence de créateurs. Il me dit qu'il a un colis pour un youtubeur et il me demande s'il est dans l'agence. Quel était son plan initial et jusqu'où il était prêt à aller. Il a un briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. À tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Et comment j'ai réussi à retrouver sa trace. On n'a aucune nouvelle, on sait pas où il est. 7 ans après sa disparition. Le sujet présente un niveau de dangerosité psychiatrique très élevé. De son arrestation à son passage en hôpital psychiatrique. Là, vous avez une dizaine de soignants en blouse blanche comme ça qui sortent. Jusqu'au jour où j'ai découvert que il avait été libéré. Certaines sources indiquent qu'il serait en possession d'une bombe. Vu comment il était armé, il pouvait faire sauter la porte sans aucun souci. Reçu à tous, imminence de l'assaut. J'ai cette vidéo à montrer sur YouTube. Mais ouais. C'est parti. Les enregistrements audio, les images de l'intervention, les vidéos des riverains, les extraits télévisés présents dans ce documentaire sont authentiques. Certaines images de surveillance et les vues aériennes sont des reconstitutions basées sur des recherches et des témoignages directs. Les noms de certains intervenants ont été volontairement masqués afin de préserver leur anonymat conformément à leurs souhaits. Ce jour-là, beaucoup de choses ont été dites dans les médias. Des demandes pas très claires pour le moment. Personne n'avait les bonnes infos. Il retiendrait donc 2 otages, peut-être même 3. Mais attendez les gars, je m'en rappelle même pas, ça vous rappelle ça? Personne comprenait ce qui se passait. Ses motivations, elles sont pour l'instant assez floues. Et personne savait qui est le preneur d'otages. En fait, j'ai dû sûrement voir, mais on savait pas. Il s'agirait d'une agence de communication. 7 ans plus tard, je peux maintenant tout vous dévoiler. Dans mes recherches, en plus des témoignages des autorités, des voisins de l'immeuble et des journalistes sur place, j'ai pu récupérer les images de l'assaut et l'enregistrement audio du preneur d'otages pour vous raconter cette fameuse journée du 12 juin 2018. 12 juin 2018. Et ce documentaire, je l'ai structuré en 3 épisodes. Dans cette première partie, on va voir qui était dans les studios et comment le preneur d'otages a réussi à s'y infiltrer. C'est quand même un individu qui a quand même identifié l'endroit où Cyprien faisait ses enregistrements. Avant de comprendre pourquoi la BRI et les sapeurs-pompiers ont dû préparer un plan d'assaut en urgence. Un ou plusieurs assaillants peuvent être cachés. Mais avant d'en arriver là, on va revenir un peu en arrière et se demander pourquoi le preneur d'otages a décidé d'attaquer cette agence. Agence Mixicom. Selon nos informations, l'homme est entré dans les locaux de Mixicom. Le premier projet avec Mixicom, c'était Cyprien Gaming. Bonjour Internet, ça va Squeezie? Ça va? High five de dos. Mixicom, en 2018, c'est l'agence de tous les plus gros créateurs sur YouTube.
comme Cyprien, Squeezie, Norman, Natou, John Rachid ou encore Le Rire Jaune. La société les aide à trouver des partenariats et à produire leurs vidéos en leur proposant notamment leurs studios qui sont situés... Putain, il y a John Rachid dans la boucle. À Paris, dans le 10e arrondissement, au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries. C'est la rue où se trouvait le studio Cyprien Gaming. Et on est resté ici 2 ans et demi quand même. Ça va être le premier studio créé dans Mixicom, avant de mettre pas très loin celui de Cyprien, qui était en fait collé à celui de Norman. Ok. Encore à côté, le studio du Show Jaune. Les gars, ça date. Tellement il y avait le Show Jaune. Eh, c'est dingue. Lynn, avec en face celui de John Rachid. John Rachid en Et le face. plateau du Latte Show avec Natou, pas loin. En fait, c'est un décor. Autour, il n'y a absolument rien. C'était l'époque où beaucoup de créateurs quittaient leur appart pour tourner dans un vrai studio pour éviter que les abonnés trouvent et partagent leurs adresses. En fait, des abonnés avaient repéré notre adresse et avec le bouche à oreille, on a eu droit à beaucoup de visites. Je sais que ça part d'une bonne intention, c'est pour venir prendre des photos avec nous, mais en fait, au quotidien, c'est un petit peu oppressant. Du coup, on pouvait voir les bureaux de Mixicom dans pas mal de leurs vidéos, comme le couloir entre les différents studios, les figurines de jeux vidéo. C'est bizarre ici quand même. C'est un peu chelou. Ou encore la cour devant l'agence, qui a la particularité d'avoir des vitres teintées, détail assez important pour la suite. Moi-même, j'y avais garé une voiture pour une vidéo que j'avais réalisée avec Cyprien, Squeezie et le transporteur. Ok. Pardon? Avant de tourner la dernière scène devant les entrées du 45 et 47 de la rue des Petites Écuries, à peine quelques mois avant la prise d'otage. Mais non. Bref, à cette époque, les créateurs Putain, John Rachid. John Rachid, faut que je l'aie. Il va nous raconter ce qui s'est passé, les gars, John Rachid. passaient leur temps au tournage dans cette agence. D'ailleurs, un mois avant la prise d'otage, Cyprien y tournait ses vidéos Apprendre une langue, John Rachid y tournait les pubs de Jean-Claude Van Damme, et une semaine avant, Kevin y tournait une scène d'être allergique au pollen dans un des bureaux sous le grand couloir. Et c'est d'ailleurs dans ce bureau, 6 jours plus tard, que la prise d'otage va avoir lieu. Mais non. Bref, on avait donc des studios de tournage pour les créateurs, et juste en dessous, des bureaux, qui servaient quelquefois de salle de maquillage, salle de montage, ou encore pour organiser des réunions d'écriture. On profitait des locaux pour pouvoir se retrouver, écrire des fictions ensemble, des projets. On développait des idées de films, des idées de séries, des vannes pour le stand-up aussi, etc. C'est le meilleur endroit pour bosser de la planète parce que t'as que ça à faire. C'est le PCC. Et première. Ah, et eux sont les otages. C'est parti. Eux, c'est Karim, Dikaza, Sabrina et Guillaume. Et le jour de la prise d'otage, ils étaient dans le bureau des auteurs de Mixicom. Ok. Je retiendrai donc 2 otages, peut-être même 3. Vous les avez peut-être déjà vus dans une vidéo avec Jérémy Nadeau, C'était pas si compliqué? en Cowboy avec Mr V, Mettez-moi un verre de lait. mais aussi dans des vidéos avec John Rachid ou avec McFly et Carlito. Ils sont tous les 3 scénaristes, mais ils sont surtout très proches depuis des années, et c'est ce qui va être déterminant au moment de l'attaque. Guillaume, c'est un mec que je rencontre sur un C'est tournage. un trouble en fait. On est en 2004, je crois. Et moi, je suis en galère de comédien. Et très vite, je lui dis, ouais, ça te dirait de jouer un rôle, etc. Il me dit, ouais. On prend le costume d'un tel qui a le costume d'Indiana Jones, on écrit un truc, on tourne cash. L'Arche perdue. Putain, Indiana Jones and the Secret of Lyon, les gars. Tes mains, ils sont à Lyon. Je suis mort. Et la ligne B, c'est... Et fou rire de 4 heures. On fait un fou rire de 4 heures. Je me dis, ouais, ce gars-là, en fait, on va bosser ensemble longtemps, tu vois. J'adore ce réel. Génial, J'adore ce mec. À partir de ce moment-là, on a dit, t'as envie de jouer la comédie, tu veux écrire, tu veux réal. J'ai envie de jouer la comédie, je veux écrire et je veux réal. Et ben, on s'est plus jamais quitté. Et au cours d'un de leurs tournages, Kaza va rencontrer Sabrina. Donc on a commencé à rigoler, vraiment, genre en mode pote sur les réseaux, mais ça a duré longtemps. Ensuite, après, on a commencé à se dire, bah attends, viens, on se voit, Ah etc. ouais. On est parti au billard, on est parti au resto, etc. Pendant un petit moment, on est vraiment devenus potes. Et on se voit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et quand il revient, bah ça y est, en fait, c'est parti. Ils vont se marier. Et je les amène au mariage, c'est moi qui les conduis. Et Ah comme ça, ouais. puis ça Ah non, il s'est fait que Ked. Ah non, lui, il a pas pu. Merde. On est devenu potes tout de suite parce que c'est une fille qui est extrêmement drôle et c'est une super scénariste. Et quand j'arrive à Mixicom, elle est là aussi. Elle rejoint le pôle auteur, donc on est H24 ensemble. Ça fait bientôt 16 ans qu'on est ensemble. On va fêter nos 13 ans de mariage. Eh Et en ben. juin 2018, Sabrina est enceinte de 8 mois. Ce qui est plus préoccupant, c'est que parmi les otages, il y aurait donc une femme enceinte. Aïe, 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 aïe. Ce jour-là, on a un petit comité. Et on est focus sur notre série, notre Bible. On est en train de... Je suis vraiment choqué de ce qui se passe. Je suis vraiment choqué de ce qui s'était passé à l'époque et que personne n'en ait parlé et que même Squeezie un jour n'en a même pas parlé dans une vidéo, que Cyprien n'en ait jamais parlé, que aucun mec n'en ait parlé et que c'est ce mec-là qui en parle. Je suis choqué. en train d'échanger, on se marre la gueule. Je suis choqué. En fait, il y a plein d'histoires qui se passent et on en sait plus que ça. J'ai l'impression que là, il y avait de la quoi? Il y avait des produits en damantium, c'est quoi? Il y avait des produits extraterrestres, c'était la zone 41.
C'est passé quoi pour pas qu'on n'entende pas du tout parler comme ça? Pourquoi c'est passé comme ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? À 15h45, depuis le bureau, depuis la porte vitrée, je vois un livreur arriver. Des livreurs, on en voit souvent, il y avait toujours des livraisons. Parce que t'as toutes les marques qui font des cadeaux, t'as tous les youtubeurs qui se font envoyer des choses, et puis même nous, des fois, on se fait envoyer des trucs. Bah oui, donc d'être un livreur, c'était facile quoi. Donc je le vois rentrer, et donc bon, on s'inquiète pas. L'homme porte 2 sacs avec lui, garde son casque et marche dans le couloir en observant les bureaux autour de lui. Et là, je vois un mec qui pense... Si, mais je voulais pas le dire vu qu'elle était mariée, Razio même. Sa tête dans le bureau de la production dans lequel on est, habillé en Deliveroo. Je vois pas son visage, je suis plus happé par son attitude. C'est bizarre, un mec qui rentre dans un bureau qui regarde pas les gens, il regarde plus autour comme s'il avait perdu un truc. Au même moment, Agnès et Blanche, oui bon Chichlab, calme-toi. Productrice qui travaille dans le bureau à côté, ouvre la porte et lui demande ce qu'il vient livrer. Et il y a de l'électricité au-dessus des pyramides, frérot. Mais l'homme ne répond pas. Et elle lui dit ça plusieurs fois. C'est que moi, ça m'énerve. Je me dis, un livreur, il vient, il répond pas. Déjà, ça me met la tension. Casa, par instinct de protection, parce que Sabrina est là, se lève et le pousse et l'amène dehors en disant « Mais en fait, vous cherchez quoi? Vous cherchez qui ?» Agnès et Blanche s'approchent aussi de lui, ce qui semble le déstabiliser. Et il arrive à ce moment-là face à moi. Et là, il sort un calibre, il me le met en face. Wow. Là, moi j'entends. Les représentations, elles sont trop bien faites. Hey, il a géré. Les youtubeurs, t'es trop fort. T'es trop stylé les reconstitutions en mode au-dessus là. Il sort un calibre, il me le met en face. À ce moment-là, moi j'entends j'ai une bombe, je vais tout faire sauter. Et là, le premier truc qui me vient, on est quand même chez Mixicom, je me dis c'est un prank. Ah bah il est ouais. nul son prank, mais c'est un prank. Et je regarde le calibre, j'ai un doute et je vois que le trou il est petit. Casa regarde le flingue, il voit la sortie du flingue et il dit « On dirait pas un vrai flingue. Et du coup, il fait pas ce que le mec lui demande. Il se met pas au sol, il reste figé. Et je suis face à lui et je dis « Oh, je vais pas me mettre à 4 pattes. » Et je me dis encore, ça se trouve, c'est un prank. Débile, mais c'est un prank. Et là, il sort une lame. Et là, je dis « Ok, c'est pas un prank. » Et là, j'ai Sabrina en face de moi qui me regarde et qui écarquille ses yeux comme ça. Et je sens que Guillaume a compris, lui, que c'était pas normal. Dans ses yeux, il y a « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et je me dis « Ok, c'est un attentat. » Et là, Guillaume, tout de suite, me dit « C'est pas une blague, on s'en va. T'es enceinte, on s'en va. » En 2 secondes 30, je switch. Le regard de Sabrina me dit « Bah en fait, tu prends ta responsabilité, t'as pas le choix. » Et tout commence à être au ralenti. À ce moment-là, on sait pas trop ce qui se passe. On voit juste, de manière zoomée, la sortie. C'est une dinguerie. Je vois la porte qui est à côté, qui nous mène dans la cour. C'est une dinguerie, les gars. Quand il y a un mouvement de stress, la vision qui se trouble, la vision focus. C'est dingue, hein. Je vois la porte qui est à côté, qui nous mène dans la cour. J'attrape Sabrina, je la fais passer sur le bureau. J'ouvre la porte, je sors Sabrina. Et là, je cours, mais je cours sans trop savoir ce qui se passe. Toute ma course, je pense que je vais me prendre une balle dans le dos. On court donc jusqu'à la porte cochère. Je sors Sabrina qui commence à hurler « Mon mari à l'intérieur ». Et là, c'est les vraies images. Oh non, c'est fort. Regardez les gars, là, c'est les vraies images. La porte cochère. Je sors Sabrina qui commence à hurler « Mon mari à l'intérieur, il va mourir ». Waouh. Blanche et Agnès, qui dans le mouvement ont réussi à sortir, les rejoignent. Seul Casa est resté dans le couloir. J'entends que la porte, elle s'est ouverte. Donc je sais que Sabrina et Guillaume, ils sont plus là. Pris de court, le faux livreur panique et se retourne, ce qui va permettre à Casa d'en profiter. Je me dis, je vais pas aller dans le bureau, parce que potentiellement, il peut voir Sabrina et Guillaume partir ou je sais pas quoi. Je vais dans le studio qui est en face. Putain, il est bon, lui, hein. Il s'est donné, hein. Oh, jure. Casa entre dans un des studios de tournage et se couche au sol pour pas se faire tirer dessus. Et je me dis, bon, bah s'il a un couteau, c'est sûrement un vrai calibre. L'homme tente de forcer la porte, mais finit par abandonner. Casa se retrouve enfermée, et à l'extérieur, Sabrina n'arrive pas à se calmer. Je sais pas ce qui se passe, j'ai abandonné mon mari à l'intérieur parce qu'il m'a pas suivi. C'est la panique totale, j'ai les contractions qui commencent, moi je suis pas loin de mon terme. Guillaume, il a été séparé de moi, donc je suis même pas avec mon ami, je suis seule. Moi je tiens cette grande porte en bois avec l'espoir que mon pote sorte. Putain, waouh. Et là je vois le mec en face de moi. Il me regarde, il voit que je suis loin. Et il ferme la porte.
Moi, je sais plus ce qui se passe à l'intérieur. La porte est vitrée. Et là, je prends conscience que je peux rien faire d'autre que ça. Et à ce moment-là, c'est l'attente. À 15h46, une des productrices appelle le 17. 17 police secours, je vous écoute. Très vite, c'est super bien expliqué. La police va trouver sa localisation et chercher la patrouille la plus proche de l'adresse. Très rapidement, le PC Radio lance un appel d'urgence et demande aux équipages les plus proches de se signaler. Une caméra de verbalisation filme la rue, mais rien n'indique une prise d'otage. Et à quelques rues, 2 policiers municipaux à vélo répondent à l'appel et sont envoyés à l'adresse pour comprendre ce qu'il se passe. Donc ça a pris du temps à comprendre ce qui se passait. Genre eux ils sont sortis, ils s'inquiétaient. Et en les attendant, Casa est toujours enfermé et cherche une solution pour sortir. Fluida! Suite à l'appel au 17, en quelques minutes, les premiers policiers arrivent sur place et se positionnent aux 2 entrées. La prise d'otage est confirmée, les renforts spécialisés et les secours sont très vite appelés. Tous les acteurs policiers vont être appelés très rapidement, vont pouvoir se rendre sur place. Les autorités de la police judiciaire sont également appelées. Les sapeurs-pompiers de Paris sont également avisés. Le préfet, bien évidemment, parce que ça se passe à Paris, est immédiatement avisé. Et très vite apparaît la nécessité d'envoyer un moyen spécialisé d'intervention. Et le moyen spécialisé d'intervention à Paris, c'est la BRI. Waouh. La BRI, c'est la Brigade de recherche et d'intervention. C'est une unité d'élite de la police judiciaire pour lutter contre le grand banditisme, les prises d'otages et plus récemment contre le terrorisme. L'assaut a été donné par les hommes de la BRI. Le 13 novembre 2015, c'est la BRI dirigée par Christophe Molmy qui a lancé l'assaut final au Bataclan. Et ce 12 juin 2018, c'est aussi lui qui va diriger l'opération d'intervention au 45 rue des Petites Écuries. Bah ouais, apparemment je suis là-bas. Il fait quoi à l'intérieur, l'autre? Caché dans un stock, Casa va commencer à chercher une arme. Je suis comme ça, je suis à l'affût, je regarde, je vois des poids, on avait ramené quelques poids pour s'entraîner. Et d'un coup, j'entends du boucan. Il se dit que Guillaume est revenu l'aider et décide de sortir. Mais wesh, il a trop les couilles. Regardez, je dis, mais avec quoi je peux me battre contre lui? Il a des armes. Donc je me retourne, je vois un vieux balai, je le prends, je garde le manche et je sors. Mais une fois dans le couloir, ce n'est pas Guillaume qui est face au livreur, mais un autre homme au sol. Non. Ouais. Quelques minutes plus tôt, Louis, un voisin qui habite juste au-dessus des bureaux, descend fumer dans la cour sans savoir ce qu'il se passe. Mais ouais. Frérot, t'imagines? Pire timing. Mais pire timing, frère. Ouais, je fume ma petite clope dans ma cour, parisienne. Hop là. Ouais, c'est le... Sabrina, Guillaume, Blanche et Agnès sont déjà sortis et appellent les secours à ce moment-là. Par contre, pas mal les petites inspirations à Lightman, le visuel intérieur de bras. Dans la cour, la porte s'ouvre. Ça, c'est des vraies images, les gars, ça. Le livreur demande alors à Louis de l'aider avec ses sacs. Il rentre. Et une fois dedans... La reconstitution directe. L'homme le frappe à la tête. Là, voilà, vraiment. Mais what? Attends, mais c'est dingue. Et une fois dedans, l'homme le frappe à la tête. Regarde ça. Comme il lui saute Louis dessus. finit alors au sol, totalement inconscient. Et c'est là que Casa arrive avec son balai. Et c'est là... Lui, il est au sol, KO. Et il y a le gars avec la lame levée. Et il va se manger un coup de lame. Arrête. Donc j'ai le balai et je cours en l'insultant. Là, je suis face à lui, il recule, je lui jette dans le casque. Et nulle part, il va Ouais, Casa, il s'est battu. sortir une sorte de cric. Wesh. Mais wesh. Et là, moi, je me mets en garde, je me prends pour Mike Tyson, tu sais, je me dis, ouais, je vais esquiver cette barre. Et lui, il tape là où je vais esquiver, donc il met ma tête où il va taper, en fait. Donc là, je suis un peu KO, je sais pas ce qui se passe, et il est en train de m'arroser. Arrête. Ça pue l'essence. Mais wesh, mes frères. Et
donc je vois il m'arrose, donc je me lève, ça me donne encore un plus de jus. Je recule, je vais dans le bureau, et là il cherche son briquet. Mais frérot, il a failli le brûler. Il le sort. Mon cœur il bat à 2000. C'est simple, avec tout l'essence qui m'a arrosé, il fait une étincelle. J'ai une banane flambée. Je me mets contre l'espèce d'armoire en bois qu'il y avait. Je me pousse contre l'armoire et je pousse de toutes mes forces. Putain, mais il y a les vraies images, regardez les gars. Mais c'est dingue, c'est des vraies images. Regardez là, il a été trempé. Mais c'est... Regardez là. Je pousse contre l'armoire et je pousse de toutes mes forces. Regardez. Regardez. Il glisse vers lui, le briquet il tombe. Là il est par terre, donc je fonce vers la porte. Guignol. Et moi je vois le loquet du haut et le loquet du bas. Je les déverrouille les deux. Wow. Et j'ouvre la porte, je la casse en fait. Et là, j'entends une énorme détonation. Ça a explosé. Je me dis, putain, il vient de tirer. Là, c'est des vraies images encore. Là, là c'est des vraies images des caméras sur les côtés. C'est pas difficile à comprendre, les gars. Vous avez déjà regardé la télé depuis... Vous avez quel âge? Vous avez déjà fait 10 ans de télé, non? Vous avez déjà regardé la télé? C'est la première chose à laquelle je pense. Et je me dis, il a eu besoin de moi et je suis pas allé le chercher, tu vois. Oh là là, il a du coup... À quelques mètres, Sabrina a été prise en charge dans un hôtel, mais elle n'arrive toujours pas à se calmer. À ce moment-là, j'ai besoin de prendre les choses en main parce qu'en fait, je suis Ouais, mais Sabrina, elle veut pas accoucher là au lieu de casser les couilles. impuissante. Enfin, moi, ma manière d'accepter, c'était, je me suis dit, bon, accepte qu'il est mort, accepte que c'est fini, parce qu'en fait, j'étais dans un tel état de panique qu'il fallait qu'à un moment donné, j'accepte le deuil pour avancer. Moi, je me voyais déjà rentrer et dire à mes enfants, bon, bah... Oh, pardon. Ça me fait un peu de peine parce que je trouve ça triste, excuse-moi. Ah, ton mec, c'est un homme. Ton mec, c'est un vrai bonhomme. Je reprends, excuse. À partir de ce moment-là, le temps il est distendu. D'un seul coup, sur l'autre porte cochère, je vois Kaza qui sort. Wow. Je suis plein de sang avec l'arcade pété. J'ai les godasses pleines d'essence parce que vraiment il m'a aspergé, je suis plein d'essence. Ah ouais. Et je glisse et je tombe. Je vois Mais attends, mais dingue, c'est un film. Le mec, il est genre sorti comme ça, genre. Je crois, il me semble, de loin. Tout de suite, je cherche Sabrina. Je me dis, où est-ce qu'elle est, Sabrina? Où est-ce qu'elle est? J'entends que peut-être quelqu'un est sorti et qu'il a un t-shirt blanc. Et on me dit, ah, elle est là-bas, elle est là-bas. Et donc, dès que j'arrive, je vois Sabrina qui tombe à mes pieds. Et elle est en sanglots, elle explose, tu vois. Et elle me dit, je crois que t'allais mourir, etc. Elle était en pleurs, la pauvre. Et du coup, je l'enlace et là, je sens qu'il sent l'essence. Donc, je comprends l'ampleur et je comprends que là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Et à partir de là, on est pris en charge et on est escorté dans une ambulance pour être emmené à l'hôpital. Waouh! Et le voisin qui a fumé sa clope, lui, maintenant, il est par terre. Il l'a en otage, quoi. Très vite, la BRI arrive sur place et va installer son poste de commandement dans l'hôtel Paradis où se sont réfugiés ceux qui ont réussi à sortir quelques minutes plus tôt. Ce qui est important dans ce genre d'opération, si vous voulez, c'est faire d'abord le point lorsqu'on arrive pour avoir toutes les informations utiles. Dans ces conditions-là, on monte un plan et on regarde où se trouve l'endroit de manière à cerner le bâtiment et aussi la topographie des lieux. Depuis la cave de l'hôtel, un officier de renseignement va alors parler avec les témoins pour recueillir le maximum d'informations. Moi et Kaza, on fait le plan de dessus. On lui dessine le plus détaillé possible tout ce qu'on connaît de Mixicom. Ce qu'on a besoin, c'est des plans, c'est la description des lieux à l'intérieur, s'il y a des armes, comment se conduit le preneur d'otages, comment il est habillé, des choses qui vont être utiles sur l'intervention. Lui, ça se voit, il dort jamais, qu'il enquête, les gars, qu'il enquête, qu'il envoie des raids, qu'il envoie ses équipes de raids. Il dort jamais, lui. Parce que l'intervention en elle-même ne dure que quelques minutes. Un premier plan est dessiné et la BRI est vite confrontée à un problème. Toutes les vitres extérieures dans la cour sont teintées. Ah ouais, c'est ça, toutes les vitres sont teintées. Et les vitres empêchaient de voir à l'intérieur, ce qui rendait délicat l'intervention puisqu'on pouvait nous voir sans qu'on voit les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Donc en termes de surprise, c'était pas évident. Donc depuis la cour, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur.
Dehors, la BRI encercle le bâtiment. Et dedans, le preneur d'otages menotte Louis, genou au sol, avant de l'asperger lui aussi d'essence. Regardez, là, il lui a... Oh là là, mais sa mère. Là, c'est des fausses images. Je suis alerté aux alentours de 16h. Je me présente sur l'intervention à 16h12. À l'origine, les sapeurs-pompiers interviennent pour prendre en charge Waouh, Casa. regardez le Casa, les gars, Casa, putain. Oh, ah ouais, il s'est fait fracasser, hein. Qui est blessé à l'arcade. Oh. Et en discutant avec lui, ils réalisent qu'il y a de l'essence partout dans les locaux et qu'ils vont devoir réagir très rapidement. Ah bah ouais, Le risque avec un liquide inflammable, c'est la création de poches de gaz qui pourraient à tout moment s'enflammer, mais pire même exploser en fonction de la concentration et du mélange avec l'air. À tout moment, il peut allumer avec son briquet et faire exploser le bâtiment. Le gaz et l'électricité des locaux sont donc coupés pour éviter toute étincelle, provoquant une explosion. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Reculez, monsieur. Pour éviter tout risque, le périmètre de sécurité autour de Mixicom est élargi. Et la BRI commence à positionner ses différents officiers autour du bâtiment. La première chose à faire, c'est de se mettre en position, en place. Par exemple, mettre une colonne d'assaut immédiatement en position pour pouvoir réagir à n'importe quelle situation. Une première colonne se positionne devant l'entrée du 45. Et bien sûr qu'ils sont bons, frérot, 40 je crois quoi. Deuxième au 47. C'est la France, hein, je te le rappelle. Hein. Et entre les deux portes, des tireurs haute précision entrent dans les boutiques et se positionnent aux fenêtres avec vue sur la cour. Et des snipers. En gros, c'est eux qui vont être nos yeux au départ pour nous dire qu'est-ce que fait le preneur d'otages. Il a du charisme, lui. Hein. Il a du charisme, lui. Hein. Et combien il y a d'otages et ce genre de choses. Et une fois tout le monde en position, le négociateur de la BRI entre dans la cour et prend la place des policiers municipaux derrière une des voitures garées. J'ai fait le choix de le remplacer à l'endroit exact où il se trouvait, derrière. Par contre, il y a un mec du GIGN en mode retraite, c'est une blague ou quoi? T'es mort? Même retraité en mode toujours GIGN, frère. Dans la cour. Et ça pour pas modifier la dynamique de communication qui avait été mise en place avec lui. L'objectif, découvrir qui est vraiment ce faux livreur, quelles sont ses revendications et pourquoi prendre cette agence pour cible. C'est sûr, Fluda, c'est sûr. Quand on arrive sur place, on ne peut pas envisager délibérément un assaut sans se donner la chance d'une négociation. Dans ce type de situation, la négociation se fait toujours en équipe. Un négociateur de contact, à côté de lui... Non, ça... Les gars, arrêtez avec l'IA, là. Un négociateur de vérification, ça va quoi? Qui analyse, conseille et surveille l'état émotionnel du preneur d'otage. Et une psychologue qui évalue sa dangerosité en analysant son comportement et sa personnalité. Et le 12 juin 2018, c'est Nicolas qui va être en contact direct avec le preneur d'otage. Pascal, à côté de lui, sera en soutien. Et enfin, Sandrine tiendra le rôle de la psychologue. C'est eux qui étaient présents au Bataclan et à l'Hypercacher en 2015. Aujourd'hui, les preneurs d'otages se sont acculturés à demander à parler avec un négociateur parce qu'ils savent que leur point de contact, ça va être le négociateur. C'est ça. Et dès les premiers échanges, le faux livreur va demander à se faire appeler par le prénom Chris. Hein? Ok. Le négociateur va essayer de l'apaiser pour comprendre ce qu'il veut. Ok. Ok, les gars. La personne, à chaque fois, elle a besoin de verbaliser. Donc on doit être très dans l'écoute. Donc on laisse la personne s'exprimer, ce qui a pour but de faire baisser la tension et de faire baisser l'agressivité. Mais petit à petit, il va poser des questions de plus en plus bizarres. Oui. Qui a vendu le pièce? Ouais, tu sais, je suis chrétien, mais je suis pas pratiquement là. C'est Judas, oui. Judas, il a vendu le pièce. Waouh. Et plus la discussion avance, plus le preneur d'otage Judas, il a vendu le... Waouh. va devenir agressif. Si tu prends soin de moi, je prends soin des otages. Écoute, on est vraiment là pour t'aider. Il faut que tu le saches, on est là pour toi pour t'aider. Je comprends pas pourquoi au départ il insiste pour communiquer avec moi dans la cour. Parce qu'au départ, il veut que je reste dans la cour et que je continue à communiquer avec lui. Au bout de quelques minutes, il aperçoit les snipers aux fenêtres et s'énerve de plus en plus. Regarde en haut, il y a les snipers, regarde en haut. Ouais, mais je l'avais parlé, chef. Il m'énerve. Et à ce moment-là, il nous dit, si tes collègues ne reculent pas, je coupe l'oreille d'un otage, ça va finir comme ça.
Chris est de plus en plus tendu, ce qui pousse la BRI à reculer pour protéger l'otage. Il est déterminé, il est motivé, il est très agressif, il sait ce qu'il veut. Les tireurs de précision s'écartent alors des fenêtres et le négociateur propose de continuer à discuter au téléphone. Je lui ai demandé de me communiquer un numéro de téléphone qu'il m'a donné et juste avant de couper le contact, il m'a dit « Moi je suis un soldat de la République islamique d'Iran. Il va falloir que tu retiennes quelque chose avant de me rappeler au téléphone. » C'est à ce moment précis qu'on commence à comprendre pourquoi... Et c'est pour ça qu'il a attaqué YouTube. Pour lui, donc c'était Mixicom. Il est entré dans Mixicom. Il voulait diffuser ses vidéos de propagande, avec dans ces vidéos-là des revendications assez particulières. Et en remontant son numéro de téléphone, la BRI va découvrir sa véritable identité et comprendre que c'est pas la première fois que la police a affaire à lui. Ah ouais? Le négociateur rentre dans l'hôtel pour continuer la discussion au téléphone. On réquisitionne une chambre d'hôtel où le groupe négociation se met en place. La BRI lance le profilage du forcené et une nouvelle question se pose. Est-ce que c'est terroriste ou pas? C'est la première question qu'on a. Oh là là, la tête du mec. La tête du gars. En juin 2018, nous sommes encore dans une période qui reste profondément marquée par les attentats terroristes. Bah ouais, en Depuis plus. les attaques du Bataclan et de Charlie Hebdo, la menace d'un nouvel attentat pèse toujours sur la capitale. Un mois plus tôt, dans le quartier de l'Opéra, un terroriste d'origine tchétchène tue... Bah non, terrorisme... Toutes les histoires de terrorisme, on a entendu parler, Ramsès II. C'est pas, je comprends pas. Couteau un homme et blesse 4 personnes. On a tellement vécu des moments-là que forcément, quand on a une prise d'otage, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir à l'esprit. Quelles sont les motivations et quels sont les ressorts du preneur d'otage? Avec le numéro de téléphone que le négociateur a récupéré, la BRI retrouve donc son identité. Et contrairement à ce qu'il a dit au négociateur dans la cour, Chris n'est pas son vrai prénom. Il est né en 91 et a donc 26 ans. Et son domicile n'est pas connu par la police. Donc on essaye d'avoir des éléments auprès de la famille, auprès des proches, des voisins. On interroge différents fichiers pour essayer de cribler la personne, de mettre à jour sa personnalité. Ça doit nous aider à avoir un profilage finalement de l'individu, savoir s'il est connu, d'où il vient, et en fonction de ses antécédents, de déterminer si on a déjà un profil qui peut présenter des signes de radicalisation. La police va avoir accès à plein d'informations sur le preneur d'otage, comme son profil médical, son profil psychologique, Ah ouais. et surtout un accès à son dossier pénal pour voir s'il a des antécédents judiciaires. Et un an plus tôt, en 2017, il découvre qu'il a déjà été arrêté pour avoir brûlé un camion pendant les émeutes de Bobigny, dénonçant les violences policières dans l'affaire Théo. Que déjà on voit à peu près à qui on a affaire, donc finalement au fond c'est quelqu'un qui n'a pas un gros profil, mais qui finalement quand on le met dans le contexte de l'époque est déjà un profil d'incendiaire quand même. L'homme est donc connu des services de police, mais il n'est ni fichier S, ni recensé au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère. Il y a un autre, je connaissais pas ce fichier-là, FSPRT, fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et donc là, la situation, elle est pas claire pour la BRI. Le preneur d'otage veut se faire passer pour un terroriste, mais au téléphone, ses revendications vont avoir de moins en moins de sens. Les premiers éléments qu'on avait de son discours nous ont assez inquiétés, dans le sens où il était assez décousu et il semblait pas très cohérent. Ah ouais, il commence à partir en couille les gars. Il est presque 17h, bienvenue si vous nous rejoignez. On commence par cette toute dernière information. Un forcené est retranché dans une entreprise du 10e arrondissement de Paris. Prise d'otage serait en cours rue des Petites Écuries. Une information évidemment à prendre avec beaucoup de précaution. Un homme serait actuellement retranché dans le 10e arrondissement. À partir de 17h, les premières chaînes de télé commencent à relayer l'information et les premiers médias communiquent sur la prise d'otage. On en vient maintenant à ce qui se passe en ce moment. Ok, donc moi peut-être que je m'en rappelle, mais... Du coup, on n'a pas eu l'info que c'était dans le truc de Mexicom et tout. Okay. Paris, un forcené est retranché actuellement. Nous sommes en direct sur Brut, sur Facebook Live, à proximité. Après 2018, j'étais encore là, je me rappelle, je sortais beaucoup dehors, je crois, à cette époque-là encore. Je crois que je sortais un peu quand même. Donc de la rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Ouais, je sortais dehors, j'étais encore... Le plan du preneur d'otage se met en place. Quand on a affaire à des individus qui sont dans ces situations-là, le but c'est de donner une résonance médiatique. Souvent c'est le mobile essentiel. Les dernières négociations au Bataclan, c'était aussi la revendication des preneurs d'otages. Dans le dernier corridor, c'était d'avoir les médias.
Il est venu avec ouais, de il a l'essence, demandé. parce qu'il a aspergé Casa avant qu'il puisse s'enfuir. Donc quand il a Pextro, par contre, il a envie de brûler quelqu'un, c'est dingue, hein, cet enculé de merde là. séquestré ce voisin, il avait déjà une méthode qui était prête. Regardez ça. Tu viens pas dans un établissement avec de l'essence comme ça, surtout quand tu viens faire une prise d'otage, tu vois. Parce qu'on rentre pas chez Mexicom par hasard. C'était une petite société cachée dans une cour intérieure, derrière une grande porte. Pour moi, il savait exactement où il allait. Ce gars-là, il voulait simplement choper un de ces gros youtubeurs et le filmer en direct sur sa chaîne pour... Oh, écoutez ce qu'il... Écoutez les gars. Ce gars-là, il voulait simplement choper un de ces gros youtubeurs et le filmer en direct sur sa chaîne pour faire une énorme dinguerie, quoi. Ouais. Une fois dans l'hôtel, le négociateur appelle donc le preneur d'otage sur son téléphone. Et la conversation avec lui va devenir de plus en plus bizarre. Il y a 3 épisodes hein, du youtubeur hein, Karamba, donc tranquille. Hein. Il va en faire 3 épisodes. À chaque appel avec le négociateur, l'homme prend le téléphone et va dans le couloir. Ah là, regarde, vraie image. Très rapidement, on se rend compte que le discours n'est pas du tout cohérent et il est quand même très ancré autour d'un délire de persécution. Pour sa première requête, le preneur d'otage demande qu'on contacte l'ambassadeur d'Iran pour lui remettre une lettre à donner au gouvernement français. Une demande qui nous paraît un peu étrange. Les forces de l'ordre qui ont pu établir un contact avec le forcené qui demande pour le moment à joindre l'ambassade d'Iran. Il dit vouloir remettre une lettre à cet ambassadeur pour que cette lettre soit remise au gouvernement français. Et peu à peu, ces revendications vont prendre une direction étrange. Il est dans un délire de complot juif. Il nous explique que de toute façon, tout ce qui arrive, c'est de la faute des juifs, même jusqu'au président de la République, qui lui est juif. Ressus, wesh. Wesh. Ah ouais, la folie. Il va alors commencer à mélanger plusieurs théories et devenir de plus en plus incohérent. Ah ouais. Au fil des appels, il est dans un délire absolu, un délire paranoïaque. Il nous parle d'affaires avec Ziad, Théo, l'affaire Nordal-Lelandais avec la petite Maëlys. On a le sentiment qu'il vient réparer une injustice. Ah oui, il a tout mélangé les affaires. Avec des idées qui ne sont pas du tout ancrées dans la réalité. Nous, ça commence aussi à nous inquiéter parce qu'il n'y a rien de construit dans sa manière de s'exprimer et dans ses idées. Il va alors expliquer que le monde est contrôlé par une élite en listant plusieurs détails cachés dans les médias et au cinéma pour le prouver. Mais... Par exemple, pour lui, sur l'affiche de La Planète des Singes, sortie quelques mois plus tôt, l'actrice blonde en arrière-plan, c'est en réalité la petite Maëlys, tuée par Nordal-Lelandais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Plutôt, l'actrice blonde en arrière-plan, c'est en réalité... Guillaume Play regrette ce gars. Maëlys, tuée par Nordal-Lelandais. Ah ouais. Ça, c'est un grand thème, l'idée qu'une organisation secrète s'amuserait, en fait, à laisser des signes de leur présence, des traces. Mais tu vois, cette truc-là, ces gens qui sont dans cette psychose, ça doit être horrible, hein, parce que quand t'es dans cette psychose-là, ça doit être horrible de croire que, qu'ils te laissent des traces pour que tu... J'avoue que ça doit être hyper... Enfin, d'être dans ce truc-là, ça doit faire peur, quoi. Je merci, hein. Pour pouvoir communiquer entre eux, je merci, quoi. Pour marquer leur territoire, leur domination. Il y a une grande méfiance aussi de sa part. Il a le sentiment qu'on veut toujours le manipuler. On est vraiment face à une personne qui a des troubles psychiatriques importants. Et du coup, on voit que la négociation n'a pas de prise. Le preneur d'otage refuse donc toute discussion et continue de menacer Louis. La Choumalikata, j'avais jamais entendu parler de ça, Sizox, mais... putain, mais... Et depuis l'hôtel, à court d'options, les agents de renseignement de la BRI tentent leur dernière chance et ils vont lancer le profilage du preneur d'otage. Très vite, il a réussi à trouver avant de tomber sur son profil Twitter, où il envoie plusieurs fois dans la même journée une vidéo à des personnalités politiques ou à des médias.
vouloir montrer au monde à quel point le monde est trahi, le monde est persécuté et qu'on nous cache la vérité. L'une des motivations du complotisme, c'est effectivement de se présenter en situation héroïque de celui qui a compris comment ça fonctionnait et qui se met un peu en position d'enfant d'alerte. Et donc, quand on est dans cette urgence-là, on a envie de les réseaux sociaux pour dire à tout le monde ce que la presse, le système, les puissants ne disent pas et ne veulent pas voir révéler. N'ayant pas de réponse sur ses réseaux sociaux, l'homme a donc fini par passer à l'acte en ciblant cette fois une agence de youtubeurs. J'ai cette vidéo à montrer aux enfants du monde entier sur YouTube. À la base, lui, ce qu'il voulait faire, en fait, c'était entrer dans les bureaux, séquestrer soit Norman, soit Cyprien. Il pensait que ça serait aussi Renaud que ça, parce que c'était les bureaux de la production. Et l'attacher sur une chaise et l'imbiber d'essence, et mettre le feu en direct sur sa chaîne et le filmer. Les agents de la BRI comprennent alors qu'ils sont face à un homme prêt à tout. Tout ça, ça donne des renseignements et ça va être dirigé vers le négociateur qui, lui, va pouvoir avoir au fur et à mesure l'idée de ce qui se passe et comment pouvoir appréhender une négociation vis-à-vis d'un preneur d'otage. Est-ce qu'on va prendre le temps de discuter avec lui et on sait qu'avec le temps, peut-être qu'il va commencer à céder? Ou est-ce qu'on sait que l'individu est totalement déterminé, qu'il est embrigadé dans sa lubie de prise d'otage et que du coup, on sait qu'il va y avoir une intervention? Waouh. Avec tous ces renseignements, les négociateurs vont discuter avec la psychologue de la BRI aussi présente dans la chambre. Moi je trouve ça dingue qu'on n'ait jamais entendu parler de cette histoire, tu vois. Et ce qu'elle détecte va tout changer. Au fil de ces appels, on a compris qu'il y avait une pathologie assez lourde et que la psychologue nous parle de paranoïa. Ce qu'on appelle schizophrène paranoïde, c'est-à-dire qu'il y a un délire de persécution, mais qu'il y a une incohérence dans la pensée. On voit qu'il passe vraiment du coq à l'âne, qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir un discours passer du coq à l'âne, c'est chelou. construit. Dès les premiers échanges au téléphone, elle comprend qu'il y a un souci. On entend que parfois il est assez calme et puis tout d'un coup il y a un état émotionnel très fort. Il passe d'une émotion à une autre très rapidement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité, pas de contenance possible. C'est très compliqué de négocier avec quelqu'un de paranoïaque puisque tout ce que vous dites est interprété. Et c'est ça qui rend compliqué la négociation. Tu m'étonnes. La piste terroriste est définitivement écartée. L'homme n'est pas un fanatique, mais un désir. Donc la piste terroriste est enlevée. Équilibré. C'est des revendications effectivement islamistes, mais qui n'en ont ni queue ni tête. Et donc rapidement, on comprend que cet individu est quelqu'un qui est déséquilibré. Un élément qui semble se confirmer, c'est qu'il n'y a pas de dimension terroriste. Et à ce stade, eh bien, la piste terroriste est écartée pour cette prise d'otage. Pour l'instant, je pense qu'il faut attendre de voir ce qui se passe parce que ça peut être simplement un déséquilibré mental. Mais paradoxalement, ça va rendre la négociation et l'intervention encore plus risquées. Quand vous avez affaire même à un terrorisme, quelqu'un de même résolu et même prêt à mourir, mais qui est censé, vous pouvez négocier, vous pouvez engager une discussion, vous pouvez essayer. Mais un mec qui est, mais un mec qui peut partir de tout à n'importe quoi, j'avoue que là c'est imprévisible. Là c'est du coup vous êtes dans l'imprévisibilité. D'établir quelque chose. Quelqu'un qui est déséquilibré mentalement, c'est pas possible. Résolument, on n'arrivera pas à le raisonner, donc il faut provoquer l'assaut. Wow. Surtout que la BRI va découvrir très vite qu'il n'y a pas qu'un seul otage, mais deux. À 15h45, quand le faux livreur marche dans le couloir, il passe à côté de plusieurs bureaux. Celui d'Agnès et Blanche, les deux productrices qu'on a vues plus tôt, mais aussi celui de Tiffany, en plein montage d'une vidéo à ce moment-là. Ouais. À cette époque, la porte du bureau est souvent fermée pour travailler dans le calme. Et quand Tiffany entend l'homme crier et se battre, contrairement aux autres, elle va pas réussir à sortir, les fenêtres du bureau étant restées fermées à clé ce jour-là. Cachée derrière un meuble, elle va réussir elle est restée. Contacter son copain, et avec ses indications, elle va avoir sans le vouloir un rôle clé pendant cette prise d'otage. Là, c'est une source de renseignement inestimable. Cette personne peut nous donner du renseignement pour nous dire où se trouve le preneur d'otage, quelle est la situation à l'intérieur, tout en essayant de garder à l'esprit qu'il faut qu'elle ne prenne pas de risques. Le preneur d'otage n'ayant pas ouvert son bureau,
Il ignore qu'elle est là, à quelques mètres de lui. Ok. L'otage, on n'en avait pas conscience, mais ça faisait en réalité 2 otages potentiels. À ce moment-là, pour réussir leur plan d'extraction, sa présence dans les locaux doit absolument rester secrète. S'il est branché sur des chaînes d'information à la télé et que là aussi la présence des médias donne trop d'informations au preneur d'otage, ça peut induire chez lui une réaction qui n'était peut-être pas celle prévue initialement. C'est simple, si l'information fuite dans les médias et que le preneur d'otage la prend, elle court un énorme risque. Cette dernière Ça va quoi, information, Fame? un homme serait actuellement retranché. Il retiendrait 2 otages. Pour l'instant, donc, nous avons confirmation qu'il retient c'est chaud. 2 personnes. 2 personnes en otage au niveau du 45 rue des Petites Écuries. Et l'autre avec plein d'essence. Il a un Bah écoute, on est là mon frère Fame, hein. Big up à toi, j'espère que tu vas bien ce samedi. briquet, il y a de l'essence, il y a des otages. La question se pose pas, il faut intervenir à ce moment-là. Ils ont tous vendu la femme. Mais pourquoi ils ont dit... Ouais, ils ont dit 2, ouais. Dans le prochain épisode, le compte à rebours est lancé et la moindre erreur peut tout changer. Non. Il y a des vapeurs d'essence là qui se développent depuis un moment. Si vous mettez des grenades ou des munitions, il y a un risque d'explosion. Donc on a un risque important que tout s'embrase et qui mette le feu tout simplement à l'immeuble. La moindre étincelle peut tout faire exploser. Le preneur d'otage va devenir de plus en plus agressif. Ah waouh. Et ça va obliger la BRI à déclencher en urgence l'assaut final. Ils avaient quand même face à eux 2 personnes qui étaient menacées de mort, donc j'ai donné l'ordre de passer à l'assaut. Wesh. Wesh. Ouais, le bâtard, il est trop fort en montage. À l'assaut. Ouais, j'attends. Incroyable, incroyable, incroyable. Bah, je me follow à sa chaîne à lui là. Incroyable, frère. Le pauvre Louis derrière la porte qui prend le jet d'eau. C'est quoi le nom? C'est Ludoc. C'est Ludoc sur YouTube, le mec. Il s'appelle Ludoc. C'est Ludoc, Ludoc.